Cathy, c'est quoi le bonheur? Bah oui, hein, le bonheur, depuis l'Antiquité, on tente de le définir, de le saisir. Aristote parlait d'eudaimonia, ce sentiment de plénitude à travers la vertu. Dans les traditions orientales, le bonheur est souvent lié à la paix intérieure, comme dans le bouddhisme par exemple, où il est perçu comme l'absence de souffrance. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et cette quête constante du perfect lifestyle, on est bombardé en fait par cette injonction au bonheur à tout prix. Mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'on se sent heureux? Et surtout, qu'est-ce qui dépend réellement de nous dans cette quête et qu'est-ce qui ne nous appartient pas? Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce qu'est vraiment le bonheur, ses racines philosophiques pour voir un petit peu son contexte aussi culturel, ses différentes dimensions, pro, perso, émotionnelles, et les outils concrets que vous pouvez utiliser pour l'atteindre ou au moins l'approcher. Parce qu'on va être honnête, le bonheur parfait, ça n'existe pas. C'est plutôt une série d'équilibres à maintenir. Dans l'Antiquité grecque, Aristote croyait que le bonheur venait d'une vie vertueuse. Pour lui, le bonheur ne pouvait être séparé de la recherche de sens. Et il était étroitement lié à la communauté et à l'accomplissement personnel, ce qui est un petit peu le contraire aujourd'hui. En revanche, chez les épicuriens, le bonheur résidait dans la modération et l'absence de douleur. Le bonheur dépendait donc de notre capacité à nous détacher des excès et à jouir des plaisirs simples. Dans d'autres cultures, comme dans le bouddhisme, on associe souvent le bonheur à l'idée de se libérer de l'attachement et du désir. Plus on s'attache à des résultats matériels ou des statuts sociaux, plus on s'éloigne de ce bonheur véritable intérieur, celui qu'on appelle Ananda, une paix intérieure inébranlable. Aujourd'hui, la science moderne, à travers la psychologie positive, a aussi ses théories. Le bonheur dépendrait de plusieurs facteurs internes, comme nos pensées, évidemment, nos comportements, mais aussi externes, comme nos conditions de vie. Un modèle souvent cité est celui de Sonia Lyubomirsky, qui estime que 50% de notre bonheur serait déterminé par notre génétique, 10% par nos circonstances et 40% par des activités intentionnelles. Comme quoi, on a quand même une prise dessus. Ce qui est de notre ressort et de ce qui ne l'est pas permet de contrôler notre quête du bonheur, entre guillemets. D'accord? Puisqu'une partie non négligeable repose déjà sur nos habitudes de vie, nos perceptions et nos croyances. Et c'est ici qu'interviennent des concepts comme le locus de contrôle interne, l'idée que nous sommes responsables de nos actions et de nos réactions. Mais il ne faut pas non plus négliger l'impact des facteurs extérieurs. La pandémie en 2020, par exemple, a montré à quel point notre bien-être pouvait être influencé par des événements incontrôlables. J'utilise souvent un outil en coaching en début d'accompagnement qui s'appelle la roue de la vie. Et ça va être utilisé pour visualiser l'équilibre entre les différentes dimensions de notre vie. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, notamment sur une guidance, donc la santé, la carrière, les relations, les finances. Et cette roue va permettre de mettre en lumière les aspects qui sont en déséquilibre et qui demandent plus d'attention. Donc imaginez une roue divisée en plusieurs sections. Chaque section, en fait, représente une dimension de votre vie. Donc la famille, la carrière, le bien-être, les finances, etc. Et vous devez évaluer chacune de ces sections sur une échelle de 1 à 10. 10 étant le mieux, 1 étant ça ne va pas du tout, hein, en fonction de votre satisfaction actuelle. Disons que votre carrière est à 8, mais que votre santé est à 4. Cela signifie qu'il y a un déséquilibre. Vous pouvez très bien être en réussite professionnelle, mais si vous négligez votre santé, cela peut impacter d'autres aspects de votre vie et certainement, à force en plus, votre carrière également. Donc l'objectif avec la roue de la vie est de visualiser ces déséquilibres et de travailler à harmoniser chaque secteur. Cela ne veut pas dire que tout doit être parfait, mais qu'il y a des ajustements à faire en fonction de vos priorités que vous n'auriez peut-être pas vues sans cette visualisation justement. Un autre outil aussi pour se projeter qui est très souvent utilisé en coaching, que vous avez peut-être déjà vu, ce sont les questions pour aider à la prise de conscience. Une des questions classiques qu'on va poser aussi par exemple en entretien de recrutement, si vous vous projetez dans 1 an, 2 ans, 5 ans, comment est-ce que vous vous voyez dans chacune des dimensions de votre vie cette fois-ci? Et cette simple question va permettre de clarifier vos désirs et vos objectifs. On a un autre exemple aussi qui est assez intéressant, c'est si vous deviez définir 3 objectifs principaux pour améliorer votre bien-être, quels seraient-ils?
Là encore, ça va permettre de prioriser et de donner du sens à vos actions en vous disant comment je vais me sentir si jamais j'arrive à ce résultat. Le coaching, en fait, va permettre de poser des questions pour guider la réflexion, mais il faut aussi accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas forcer le bonheur, mais on peut apprendre en tout cas à poser les bases pour qu'il se manifeste. D'accord? Aujourd'hui, on a cette espèce de pression pour être heureux tout le temps. C'est devenu comme une véritable injonction avec cette course au bonheur qui nous pousse parfois à créer une façade, surtout sur les réseaux sociaux. On va montrer nos succès, nos moments de joie, mais on cache nos doutes, nos peurs. Et pour celui qui regarde, en fait, il y a une réalité perçue qui est complètement distordue. Et il est donc important de comprendre que le bonheur n'est pas un état permanent. Être humain, c'est aussi accepter qu'il y ait des moments de tristesse, de frustration, de les identifier, et c'est OK. On n'a pas besoin d'être au top 100% du temps. Les critiques finalement de cette quête au bonheur, souvent des voix un petit peu trop pessimistes ou fatalistes, vont nous rappeler que cette obsession du bonheur peut créer encore plus d'angoisse. Comme un objectif inatteignable, on finit par se sentir coupable de ne pas l'atteindre. Moi, ma vision, c'est plus que si jamais on se compare toujours aux autres. Finalement, cette quête du bonheur, elle est très personnelle et c'est là que le travail sur soi, en fait, devient essentiel. Comprendre que les réseaux sociaux, les attentes extérieures ne reflètent pas la vraie vie. La réalité, c'est que chacun a des hauts et des bas et c'est ce qui rend le chemin vers le bonheur plus authentique et vraiment très personnel. Le bonheur, finalement, c'est un chemin. Comme dans une chanson d'Orelsan, on dit ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et en apprenant à mieux vous connaître, à équilibrer votre vie à travers des outils comme la roue de la vie, vraiment un outil de base, vous pouvez améliorer votre bien-être général. Mais rappelez-vous que le bonheur n'est pas un état constant, c'est un équilibre fragile entre nos actions, nos pensées et les événements qui nous échappent. Si vous avez envie de travailler plus en profondeur sur votre bonheur personnel, vous pouvez télécharger la roue de la vie que je vous mets en description et en commentaire et puis vous abonner à ma chaîne bien entendu pour plus de contenu si cette vidéo vous a plu pour construire un bonheur réaliste, authentique et sur mesure. Merci et à très bientôt. Au revoir.